Bonjour et bienvenue pour notre édition spéciale Tout savoir sur ce qui s'est passé cette nuit. Il était 7h, heure française, 2h du matin, heure locale à Caracas, quand les hélicoptères américains, quand les avions américains, quand les missiles américains se sont abattus sur une partie du Venezuela, touchant principalement des sites militaires, mais surtout quand le président Maduro a été enlevé avec son épouse, arrêté, destitué, et actuellement il est vers une destination que l'on ignore, peut-être les États-Unis. Beaucoup de réactions à travers le monde, on verra ça ensemble, mais d'abord, comme si vous étiez, voilà ce qui s'est passé cette nuit. L'opération est lancée. Si es una bomba, las bombas caen donde sea. Están atacando el fuerte P1. Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, ¿oyó? Et bien évidemment, tous les regards se portent vers les États-Unis. On va retrouver Justine Jankowski. Merci beaucoup, Justine. Depuis très très tôt ce matin pour vous, vous suivez cette actualité. Énormément de réactions aux États-Unis. Mais d'abord, Justine, comment le pouvoir américain justifie cette opération, la capture de Maduro et de son épouse ? Pour l'instant, c'est Donald Trump qui l'a exprimé avec son tweet. Et puis aussi Marco Rubio qui s'est adressé à un sénateur tout à l'heure au téléphone qui a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelles frappes sur le Venezuela maintenant que Maduro a été arrêté. Et Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui a aussi reposté l'un de ses anciens tweets dans lequel il disait que le président Venezuela était un président illégitime et qu'il était à la tête d'un narcotrafic. Et en fait, c'est comme ça, a priori, que l'administration américaine justifie ses frappes sur le Venezuela. C'est comme ça aussi qu'elle a justifié par le passé, ces derniers mois, toutes les frappes qu'on a vues sur des soi-disant bateaux de narcotrafic au large du Venezuela. La question qui se pose aussi désormais, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Quels sont les détails aussi de cette opération ? On sait qu'elle a été menée par une unité d'élite, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations et toute la presse américaine attend avec impatience la déclaration de Donald Trump, sa conférence de presse qui se tiendra à 11h, heure locale, 17h, heure de Paris. Merci beaucoup, Justine. Bien évidemment, l'antenne vous est ouverte. Alors, il y a des choses très particulières parce que vous avez un Maduro fanfaron. À plusieurs reprises, il s'en est pris aux États-Unis, il s'en est pris à Donald Trump. Et puis, hier, diffusée à la télévision d'État, il y avait l'intervention avec un grand L de Maduro, comme chaque année, une interview fleuve dans une voiture. C'était le style. Il parlait de ce dernier coup de téléphone avec Donald Trump. Il sentait peut-être le vent du boulet et il se disait « Je vais peut-être essayer de sauver ma place ». Bon, on le sait, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, écoutez bien, il a tout essayé. Si les États-Unis veulent engager des pourparlers sérieux sur un accord pour lutter contre le trafic de drogue, nous sommes prêts. S'ils veulent parler du pétrole du Venezuela, le Venezuela est prêt à accueillir des investissements américains comme avec Chevron. Quand ils veulent, où ils veulent et comme ils veulent. Et à l'instant, voilà cette information qui nous arrive des États-Unis, le ministère de la Justice, Magali, qui dit que Maduro devra répondre des accusations de trafic de drogue et de terrorisme. C'était écrit. Il n'est pas prêt de sortir. On le comprend bien, et d'ailleurs notre correspondante l'expliquait bien. Il a été capturé pour être jugé aux États-Unis, finalement un peu sur le modèle de Noriega. Et tout le monde rappelle aujourd'hui le précédent que constitue en 89 l'intervention américaine pour aller chercher Noriega et en effet qui a été jugé, condamné en Floride pour trafic de drogue. Alors, tout a été mis en place pour aller vers ce processus, puisque dès 2020, Maduro est poursuivi par la justice américaine
pour trafic de drogue, pour corruption. Et sa tête était d'ailleurs, enfin, c'est pas qu'elle était mise à prix, il y avait 50 millions de dollars qui étaient promis en récompense pour toute personne qui donnerait des informations menant à son arrestation. Donc aujourd'hui, il est arrêté. On va le voir réapparaître certainement dans les prochains jours, prochaines semaines. Nul doute que Donald Trump ou son administration vont mettre tout ça en scène, Magali, bien évidemment. On ne va pas chercher Maduro avec des hélicoptères et on y reviendra certainement, une équipe au sol, peut-être la CIA, pour rien. Bien sûr. Et d'ailleurs, le secrétaire d'État Marco Rubio, qui a eu, donc, comme le disait Justine, plusieurs sénateurs au téléphone ce matin pour leur donner quelques informations sur cette capture, a bien dit que Maduro était maintenant détenu aux États-Unis. Donc ça y est, il va y avoir... Donc le voyage est fait, le transfert est fait, on est d'accord. Le transfert paraît fait. Et pour Donald Trump, il va expliquer que cette capture de Maduro rend les États-Unis plus sécurisés, plus sûrs, parce que Maduro va être dépeint comme le chef d'un cartel qui permettait d'acheminer de la drogue vers les États-Unis. C'est pas faux, parce que il y a les États-Unis, on va y revenir bien évidemment, vous avez les réactions à travers ce monde, on va reparler des amis aussi de Maduro, il en avait, on va parler d'ailleurs, et ça on le sait beaucoup moins, et c'est lié au trafic de drogue, du Hezbollah, des Iraniens, parce que c'est l'autre guerre de Donald Trump, mais même nous, les Français dans cette région, on a eu à subir, et pas que pour le trafic de drogue, Maduro et ses amis. Oui, mais d'abord il faut rappeler une chose, c'est que le Venezuela, c'est à la frontière avec la Guyane, quand même. Donc ce qui se passe au Venezuela n'est pas sans impact. Vous savez que la Guyane est une des zones d'approvisionnement importantes de la drogue, de la cocaïne vers la métropole. Il y a de plus en plus d'arrestations de et notre bien marine. évidemment, c'est pas sans lien. Les frontières sont poreuses. Donc il est évident que la justice française a sans doute des dossiers sur de l'héroïne, enfin sur de la cocaïne, pardon, en provenance du Venezuela. Maintenant, quelques éléments quand même pour compléter. D'abord, le profil de Maduro n'est pas du tout le profil de Noriega. Noriega, c'était un dictateur de droite qui avait longtemps collaboré avec la CIA, avec les services de renseignement américains. C'était un homme des Américains qui ensuite s'en était affranchi pour devenir trafiquant de drogue, alors que Maduro est un ennemi politique des États-Unis. La République bolivarienne du Venezuela est héritier de Hugo Chavez, qui était je dirais, un ennemi déclaré des États-Unis d'Amérique. Donc en quelque sorte, Donald Trump, il fait un coup double avec cette arrestation et cette interpellation. Il élimine quelqu'un qu'il va présenter comme un trafiquant de drogue, un chef de cartel, mais il élimine aussi un ennemi politique qui avait une audience internationale et quelqu'un qui... Avec des amis peu recommandables qui sont aujourd'hui les ennemis de Donald Trump. Autre chose, il y a ce gang, le Tren de Aragua, gang vénézuélien opérant aux États-Unis, que l'administration Trump a utilisé depuis le début pour justifier un certain nombre de rafles de migrants illégaux. Donc autrement dit, on voit bien que ce sont un puzzle. Toutes les pièces du puzzle sont désormais rassemblées. Après, moi j'ai une interrogation tout de même qui est importante. Rappelons que Donald Trump, il a gracié il y a quelques semaines, le 8 décembre, un ancien chef de l'État qui avait été condamné à 45 ans pour trafic de drogue, le président du Honduras, l'ancien président du Honduras, qui était détenu aux États-Unis. Il a été gracié, purement et simplement, on ne sait pas où il est. C'est pas le style de la maison, pourtant. Et est-ce que ce président Honduras, regardez sur la carte, c'est pas très loin du Venezuela, est-ce qu'il a donné des éléments décisifs à la justice américaine contre Maduro ? Ça ne serait pas très étonnant. Donc si je vous suis, pardon Magali, si je vous suis, cet ancien président pourrait être lors d'un procès, la balance, et lors d'un procès, il viendrait témoigner contre Maduro et il a été gracié alors qu'il était condamné à 45 ans et tout le monde s'est posé la question, c'est vrai. Pourquoi ? Même ici sur ce plateau. Magali. Vous donner une toute dernière information qui nous arrive depuis le compte de Pam Bondi, qui est la ministre de la Justice, attorney général de Donald Trump, qui nous explique que Nicolas Maduro et son épouse ont été inculpés dans le district sud de New York, qu'il est accusé, Maduro, de complot en vue de commettre un narcoterrorisme, de complot en vue d'importer de la cocaïne, de possession d'armes, et que bientôt, très bientôt, il va devoir rendre des comptes. Ils seront bientôt jugés, Maduro et son épouse, par la justice américaine sur le sol américain. Voilà les toutes dernières informations devant les tribunaux américains. Pam Bondi qui dit également qu'au nom du ministère de la Justice des États-Unis,
Elle remercie Donald Trump d'avoir eu le courage d'exiger des comptes au nom du peuple américain. Donc le procès de Nicolas Maduro et de son épouse se confirme bien devant les tribunaux américains. Ils sont donc officiellement inculpés. Merci beaucoup, c'est extraordinaire Magali, parce que ça veut dire, alors pardon si je suis bien le début de votre intervention, est-ce qu'ils ont déjà comparu? Parce que ça voudrait dire que ces faits leur ont été signifiés. Donc ils sont déjà sur le sol américain, semble-t-il. De toute manière, encore une fois, Marco Rubio avait confirmé à un sénateur républicain il y a déjà quelques heures qu'ils étaient arrivés qu'ils étaient détenus par les États-Unis. Donc on se doute probablement sur le sol américain. Mais il est tout à fait possible qu'une équipe, je ne sais pas si c'est le cas, mais qu'une équipe de juristes américains, en l'occurrence du tribunal cité de New York, le bureau du procureur de New York, soit présent sur l'un des porte-avions. C'est tout à fait possible, ça s'est fait dans le passé. Oui. Des équipes de juristes américains embarqués. Que le plus grand porte-avions du monde, qui était au large depuis quelques semaines d'ailleurs. C'est un territoire américain. C'est un territoire américain et que c'est servi de bureau d'enregistrement, comme le disait le bon général Chevancy. Il s'agissait d'une grande opération de police avec l'aide des militaires. On est bien d'accord. La boucle est bouclée en fait. En un minimum de temps, Maduro est passé de président dictateur ayant volé l'élection à détenu aux États-Unis. C'est rapide et c'est bien mené, mais on est encore sur cette opération parce que on va revoir, on a vu ces images. Vous avez quand même une armada qui se positionne, vous avez des dizaines de milliers de soldats et vous avez des hélicoptères qui interviennent, des missiles, des bases qui sont frappées. On n'a pas encore trop de détails, mais on va les avoir. Donc c'est quand même une grosse opération. Est-ce que c'est aussi une démonstration de force des États-Unis? Alors ça rentre dans le discours de toute façon de la nouvelle stratégie américaine qui a été diffusée au mois de décembre. La doctrine Monroe, qui est nous sommes dans une sphère d'influence américaine et on va y mettre un peu d'ordre. Et c'est un peu ce que fait Donald Trump. Mais je pense qu'il y a plusieurs objectifs dans cette affaire-là. Il y a effectivement l'aspect militaire qui a l'air d'avoir bien marché, l'affaire judiciaire qui a encadré tout ça juridiquement, effectivement, cette opération. Parce que d'abord, les Américains sont quand même toujours très sensibles sur les questions juridiques, même si parfois le droit international est un petit peu annexe. Mais peu importe, ils font un effort, au moins pour cette histoire de condamnation pénale. Maintenant, trois objectifs sans doute. Le premier, amener les États-Unis dans la cour du Golfe d'Amérique et dire le gendarme est revenu. À ce niveau-là, vous vous souvenez de ça? Je demande depuis tout à l'heure, mais on va la voir. Le shérif. Cette carte. There is a new sheriff in town. Exactement. Et puis vous avez, mais on va retrouver tout ça. Restez bien avec nous. Donc, et notamment vous avez raison, cette carte présentée avec des militaires derrière. C'était dans le bureau ovale, on est d'accord, où le Golfe devenait le Golfe de l'Amérique. Donc c'est cohérent pour l'instant. C'est tout à fait cohérent. Deux, il y a quand même une affaire donc de politique étrangère parce que c'est un engagement militaire, alors que justement, l'électorat de Trump n'est pas favorable à cet engagement militaire à l'étranger. Donc on revient aussi à un objectif de politique intérieure pour montrer, parce qu'on parle beaucoup de drogue, mais revenons aux chiffres. Quand aux États-Unis, plus de 100 000 personnes meurent de la drogue chaque année, ça devient une affaire nationale. Ensuite, je peux même aller jusqu'au Mexique, les cartels, la lutte contre les cartels, 35 000 morts par an. C'est quand même pas anodin, c'est aux frontières des États-Unis. Donc on est bien dans une situation aussi où des questions de droit international, effectivement, qui vous font beaucoup sourire quand j'en parle. Mais il y a un moment donné... lesquels, général. Oui, il y a un moment, on se dit quand même, le droit international c'est bien, c'est sympa, pour des gens qui veulent bien le respecter, et effectivement où il y a une application réelle de ce droit international. Mais il y a un moment où on s'aperçoit qu'on a des menaces qu'on n'arrive pas à contrôler par le droit international. Et là, nous sommes avec des menaces transfrontalières, où aujourd'hui, des trafiquants de drogue sont capables de gangréner des États, sont capables de fabriquer des sous-marins, sont équipés d'armes de guerre, assassinent les leaders politiques, policiers, militaires de tous les pays. Que fait-on ? Et donc Trump a pris une décision qui est je vais au moins nettoyer ce coin-là. Alors n'oublions pas le brouillard de la guerre qui sert aussi bien un dirigeant comme Donald Trump en ce moment, difficultés politiques intérieures, un conflit au Venezuela à proximité des États-Unis dans le Golfe de l'Amérique. C'est un bon moyen de cacher un certain nombre d'autres choses. L'affaire Epstein, on en parle beaucoup, et d'autres éléments. Rappelons que quand même, il y a des démocrates économiques également. Oui, et puis un échec cuisant. Alors on n'y reviendra pas aujourd'hui, mais on y revient assez souvent sur cette chaîne. Une guerre, ça peut être utile.
L'Ukraine. Bah oui, l'Ukraine. Oui. Alors, je veux quand même rebondir, parce que c'est pas parce que j'ai eu que 3 minutes pour parler que je n'aurais pas évoqué ce genre de sujet. Je ne suis pas du tout naïf. On fait des sujets brimés sur cette antenne. Voilà. Ça n'existe pas. Vous aurez à nouveau la parole. Alors, je vous laisse la parole, Michel Darzinski, dans un instant. Mais ce que je voudrais, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez savoureux, on va parler des amitiés quand même pour tout comprendre, parce qu'il y a une autre guerre que livre Donald Trump, c'est contre la Russie, Russie-Venezuela, contre la Chine, Chine-Venezuela, et contre l'Iran, terrorisme, drogue, Venezuela. Mais d'abord la Chine. Hier a débarqué à Caracas une délégation, grosse délégation, regardez ces images, venue de Pékin. Parce que dans le sol vénézuélien, qu'est-ce qu'il y a, mesdames et messieurs, du pétrole. Beaucoup, beaucoup de pétrole. Peut-être les plus grandes réserves au monde. Et regardez cette séquence. C'était hier en fin d'après-midi. Ça fait plaisir de vous voir. Vous ramenez de bons souvenirs. Bonne année. C'est l'année du cheval, n'est-ce pas? Vous êtes du signe du cheval? Je suis tigre. Ça fait si longtemps. Je l'ai rencontré quand il était très jeune, très très jeune. Il y a 20 ans, quand le président était Hu Jintao. Maintenant, vous êtes le directeur. C'est incroyable, n'est-ce pas? Le temps passe, mais vous n'avez pas changé. Exceptionnelle cette séquence, Magali, parce que c'était hier. Maduro était président, fort certainement du soutien de Pékin. Bien sûr, c'est vrai que c'est incroyable de savoir que quelques heures après, il était capturé par les Américains pour être envoyé aux États-Unis pour y être jugé. Le soutien de la Chine est essentiel, était essentiel pour le régime de Maduro. La Chine qui venait se fournir en pétrole, en fait, au Venezuela, et qui achetait plus de 80% je crois, des exportations de pétrole de Maduro. Donc, soutien essentiel, mais c'est aussi ce qui explique, je pense, l'intervention américaine. C'est-à-dire que la Chine est en train de s'installer, de prendre place dans chaque pays d'Amérique latine. Son influence ne cesse de grandir et c'est contre ça aussi que Donald Trump essaye de lutter. Rappelez-vous, quand il arrive au pouvoir... Ça reste son ennemi, en fait. En janvier, oui, il s'attaque tout de suite au Panama pour récupérer le Panama. Pourquoi ? Parce que l'influence chinoise y est grandissante sur le canal de Panama. Il accuse d'ailleurs Pékin de gérer le canal Voilà, et que ça, c'est insupportable pour Donald Trump. Donc cette intervention, elle est là aussi pour signifier à la Chine qu'on n'est pas dans le précaré chinois, mais qu'on est bien dans l'arrière-cour des États-Unis. Alors c'est un signal pour Pékin, c'est un signal aussi bien sûr pour les autres soutiens de Maduro, l'Iran, la Russie. Mais c'est vrai que la Chine, c'est vraiment l'adversaire de Donald Trump et c'est contre cette influence chinoise aux portes des États-Unis que Donald Trump vient de s'ériger cette nuit. Ceux qui disaient que Donald Trump avait la vue basse, non, il fait de la politique, de la bonne politique, parce qu'on parlera tout à l'heure, et on retrouvera Jérôme Garraud, de Moscou, grand ami, pourvoyeur également de pétrole. On parlera de l'Iran, c'est intéressant notamment parce que là on parlera du Hezbollah, on parlera de drogue, et on parlera des gardiens de la révolution, parce qu'ils étaient également basés au Venezuela. Mais restons sur la Chine. Quel pied de nez, vous avez une délégation qui vient discuter pétrole, business, et le lendemain, vous enlevez le pion de Pékin. Pour mettre qui, on ne sait pas, on verra, on en parlera, mais bon. C'est véritablement un pied de nez, et en même temps, on peut se poser la question, malgré tout, de savoir si les Chinois, quelque part, n'étaient pas au courant. Parce que elle est incroyable, cette scène. Que Maduro n'ait pas imaginé que dans les 12 heures qui vont suivre, il va être exfiltré vers les États-Unis, pourquoi pas. Mais que les Chinois... je pense qu'ils ne sont pas naïfs, les Chinois. Donc la question, en fin de compte, c'est... Vous pensez que Pékin savait, mais Pékin laisse sa délégation... De toute manière, sa délégation est repartie, là. Elle n'a pas eu de mal, elle n'a pas été arrêtée par les États-Unis. Non, c'est pas une guerre. Ils sont repartis en Chine. Donc, voilà, ils sont peut-être venus sentir un peu ce qui allait se passer et la façon dont Maduro peut-être pressentait ou pas les choses. Ou sinon, ils y sont allés en complète naïveté. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la gouvernance chinoise soit complètement naïve sur ce genre de choses. Je pense qu'ils sont assez efficaces en termes de renseignement. Vous avez raison, ce qu'elle nous montre. Après... mais quand même, alors... Mais après la question...
Michel, mais ce que nous disait Magali est intéressant. Ce que disait Magali est exact. Non, mais ce qui est terrible quand même pour Pékin, c'est que les vannes vont être coupées. Les vannes que Trump ne va pas rouvrir le robinet. C'était... Quoique... Oui, oui, combien vous allez me dire plutôt? Non, c'est-à-dire combien il va falloir payer? Combien il va falloir payer, puis deux, en fonction de la transition qu'il va y avoir au Venezuela. Si cette transition est favorable aux États-Unis, pourquoi est-ce que les Américains n'y mettraient pas aussi, je dirais, du business as usual et se disent aux Chinois, écoutez, on va continuer le business, mais d'une autre manière. Vous faisiez ça avec Maduro, vous allez le faire avec nous, mais on va revoir peut-être les termes du contrat. C'est possible aussi, c'est peut-être envisageable. C'est peut-être un axe de négociation politique ou de bras de fer avec la Chine. Oh, dites-le, Michel, c'est certain. C'est probable. Je vous vois tourner autour du pot. Par contre, juste un point. C'est aussi pour ça, sur la continuité américaine quand même. Je voudrais juste rappeler un point. Ça fait 20 ans, quand même plus de 20 ans, que les États-Unis poursuivent le Venezuela. Obama avait déclenché une opération avec la DEA au Venezuela pour intercepter à la fois les gens qui faisaient le parallèle au Liban avec le Hezbollah, transport d'armes et transport de drogue. Et lorsque Obama est arrivé au Liban pour des questions de politique interne, il a mis stop à cela. Le 27 mars 2020, c'est Biden qui demande au procureur général William Barr de mettre un mandat d'arrêt sur Maduro, mais pas uniquement sur Maduro, sur tous les membres du gouvernement. Ce qui veut dire que dans le mandat d'arrêt de 2020, il y avait déjà, en fin de compte, je dirais entre guillemets, pour les uns un coup d'État, pour les autres, la possibilité d'une exfiltration et d'un changement de gouvernement. Et là, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on a une continuité de la politique américaine de Obama jusqu'à Trump, avec cette opération qui aboutit, certes, bien sûr, pour les intérêts américains, certes, bien sûr, pour les intérêts géopolitiques, économiques et de neutralisation de ce gouvernement. Il y a tout cela, bien sûr. Bien sûr que les Américains n'y vont pas en bisounours. Ils y vont pour leurs intérêts économiques, stratégiques, politiques internes. Bien sûr qu'il y a tout ça. Mais je dirais que, malheureusement, ça fait partie des jeux de puissance. Alors, avant de parler de Moscou, et on va retrouver Jérôme Garot, et de parler, bien évidemment, de l'Iran, ennemi aussi juré de Donald Trump. Votre analyse sur Pékin, sale coup pour Pékin? N'oublions pas quand même que pour Donald Trump, la Chine est aussi un pays trafiquant de drogue. Et là, ça s'appelle le fentanyl. La drogue des zombies, la drogue des fantômes. Dans toutes les négociations commerciales avec la Chine depuis le début, Donald Trump pose la question du fentanyl qui envahit le territoire américain. Et donc là, il y a à nouveau, je dirais, un écho entre cette opération. C'est la preuve, il veut apporter la preuve qu'il est déterminé dans sa volonté de stopper le flot de toutes les drogues vers les États-Unis. Donc je pense qu'il y a ce message-là aussi qui est envoyé aux Chinois. Et effectivement, ça peut faire partie de la recomposition économique, entre guillemets, dont parlait Michel. C'est-à-dire, vous continuerez de faire du business avec la future administration vénézuélienne. On verra à quoi elle ressemble. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais il y a un élément que vous ne pourrez plus toucher, c'est le fentanyl à destination des États-Unis. Ça, c'est obsessionnel chez Donald Trump, et il faut reconnaître, quand vous voyez les images, ceux d'entre nous qui sont allés dans son à électorat, San Francisco, c'est terrible. Oui, mais c'est affreux, parce que ça touche les classes populaires américaines. Surtout les classes, le fentanyl, surtout absolument, les classes populaires. Toute une partie de l'électorat MAGA, et quand vous voyez les ravages dans les villes américaines, l'idée que Trump puisse d'un côté stopper le trafic de drogue via Maduro, de l'autre envoyer un message aux Chinois sur le fentanyl, c'est quelque chose de très populaire dans son électorat. Et par ailleurs, il faut bien le dire, c'est quelque chose de bon pour la société américaine. Il ne faut quand même pas, je dirais, oublier ce que sont ces drogues et la nocivité qu'elles apportent à une société américaine qui, à bien des points de vue, est en décomposition dans ses marges les plus populaires. En général, c'est gagnant-gagnant, donc, quelque part. Ah oui, totalement. Mais ce qu'on n'a pas pu terminer tout à l'heure, c'est cette implication sur la politique intérieure américaine. Ben oui, justement, parce que Trump montre qu'il protège les Américains et qu'il se bat contre la drogue, qui est une menace pour la société américaine. Donc là, on est bien dans une logique, je dirais, gagnant-gagnant. On est aussi dans cette, vis-à-vis de la Chine, effectivement, le fentanyl, parce qu'elle exporte un certain nombre de principes actifs, c'est une réalité. Mais je crois qu'aujourd'hui, nos sociétés sont face à la drogue. Et on parle beaucoup de droits, mais il y a un moment
moment, on voit bien qu'il va bien falloir se battre avec d'autres armes que ce que nous avons aujourd'hui. Et que l'exemple donné justement vis-à-vis de Maduro est intéressant. Alors maintenant, est-ce qu'il y aura plus vers la Colombie? C'est un autre sujet, parce que c'est pas le même propos. En Colombie, c'est pas le président colombien qui est en charge de tout ça, même si, paraît-il, il aurait touché un peu d'argent des cartels, mais c'est surtout quand même tous ces éléments révolutionnaires et terroristes, les FARC et autres, ou ex-FARC, qui manifestement ont la main sur la drogue. Donc le combat sur la drogue est un combat, je dirais, presque existentiel pour les États-Unis. Ça veut dire aussi qu'il y aura de plus en plus, à mon avis, d'implication américaine en Amérique latine. Mais je ne sais pas si c'est avec vous, je le disais tout à l'heure, mais nous, quand on avait des réunions, des opérations psychologiques... des opérations psychologiques? Oui. Qu'est-ce que c'est dire? Les opérations psychologiques, c'est tout ce qui touche au façonnement de l'environnement affirmationnel, conviction, à amener les populations à croire certaines choses ou à ne pas croire certaines choses. J'ai fait ça pendant 10 ans. Hein, ça s'appelle la propagande, non? Non, la propagande n'en est qu'un volet. Non, c'est psychologique. Non, c'est le travail. La Colombie... Chez les militaires, c'est psychologique. Non, il y a des textes... Chez nous, c'est... propagande. Non, c'est opération psychologique. D'abord, nous, on ne fait pas de propagande. Vous le savez bien, on communique. Donc, les opérations psychologiques, c'est façonner l'environnement opérationnel, mais bien sûr, déstabiliser l'adversaire, mais par des textes et tout ça. Et en Colombie, on était justement, j'y étais allé voir l'armée colombienne, on travaillait sur la stratégie intégrale. Eux travaillaient sur la stratégie intégrale, c'est-à-dire tous les éléments, aussi bien d'aide sociale que discours, qu'élimination et finalement des personnes de l'autre côté, tout ça devait participer à la solution, je dirais, de pacification face aux terroristes. Voilà, donc c'était ça. Et aujourd'hui, la Colombie posera aussi un autre problème, parce que les FARC et ex-FARC qui existent toujours, il va bien falloir les combattre d'une certaine manière. Et est-ce que par la doctrine Monroe, par cette implication notamment américaine... Donald Trump ira sur d'autres terrains, qui existe depuis 20 ans, parce que l'armée américaine était déjà impliquée dans la lutte contre la drogue. C'est là où je voulais en venir, avec ces opérations psychologiques. Elles étaient impliquées, et nous, on avait des démonstrations de l'armée colombienne, qui disaient, voilà ce que nous faisons, justement, dans ce domaine-là, pour lutter contre la drogue. A contrario de la CIA, qui, par le passé, on s'en souvient, a aussi... perturber quelques élections ou quelques destinées, notamment de chefs d'État, tout ça sur fond de trafic de drogue. Oui, et la CIA qui a pendant longtemps utilisé l'argent de la drogue à des fins notamment pour acheter des armes et approvisionner en armes des guérillas d'extrême droite en Amérique latine. Ne l'oublions quand même pas. Aujourd'hui, Donald Trump apparaît comme le shérif et le justicier parce qu'il a un ennemi parfait avec Nicolas Maduro. C'est vraiment le casting parfait. Mais les États-Unis dans la région, l'héritage de ces dernières décennies, c'est manipulation, sale coup, dictateur et compagnie. Écoutez, ça tombe bien. On va partir à Moscou dans un instant, retrouver notre ami et correspondant Jérôme Garraud. On parlera de la Russie, on parlera de l'Iran dans un instant. Mais d'abord, puisque vous parlez de la CIA, vous vous souvenez, c'était prémonitoire, c'était dans le bureau ovale, ma chère Magali, Donald Trump et la CIA. Est-ce qu'il ne demanderait pas à la CIA d'aller régler son compte à Maduro? Écoutez la réponse. La CIA a-t-elle l'autorisation de neutraliser Nicolás Maduro? Oh, je ne veux pas répondre à ce genre de questions. C'est une question ridicule à me poser. Pas vraiment ridicule comme question, mais ça serait ridicule que j'y réponde, non? Mais je pense que le Venezuela ressent la pression, et beaucoup d'autres pays aussi d'ailleurs. Alors c'est vrai que depuis, Magali, 2h du matin, heure de Caracas, c'est ridicule de poser la question. Parce que le boulot est fait. Oui, et puis les Américains savaient parfaitement où aller trouver Maduro, manifestement, hein, puisque l'opération, c'est vrai, a été menée de main de maître. C'est-à-dire que les Américains, couverts par officiellement, alors pardon, mais c'est important de le dire, Magali, officiellement, il y a eu des frappes contre des bases. Pour le moment, on n'a pas de bilan. Très peu d'images de ces frappes. Le jour s'est levé, pourtant, du côté de Caracas, mais pas d'échange de tirs. Enfin, on n'a pas d'éléments sur des heurts ou des affrontements entre les forces américaines et l'armée régulière. Non, ce qu'on sait juste, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, qui est encore en poste pour combien de temps, on ne sait pas, mais qui veut faire passer le message au peuple vénézuélien qu'il y a eu des victimes civiles. Pour le moment, rien n'est absolument... Et il dit même on continuera de lutter, d'ailleurs, lui. Oui. Mais pour le moment, la pression, elle est colossale. Et c'est vrai que depuis cette déclaration de Donald Trump, il avait finalement reconnu ouvertement le travail de la CIA sur place. Il y avait une stratégie américaine, de toute manière,
de l'étranglement progressif du régime de Maduro. Ça avait commencé avec ces frappes sur les bateaux des trafiquants. Il y a eu quand même une centaine de morts dans ces frappes américaines. Ça s'est poursuivi avec ces arraisonnements de pétroliers vénézuéliens. Donald Trump a dit qu'il n'y aura plus un bateau qui rentre ou qui sort pour approvisionner en pétrole ou pour faire sortir le pétrole. Et on avait vu il y a quelques jours une frappe sur l'un des ports par un drone américain. Donc il y avait vraiment C'était d'ailleurs la première intervention terrestre. Voilà, de l'étranglement pour essayer de faire tomber ce régime. Eh bien, cette nuit, Donald Trump a décidé un pas supplémentaire, sur la foi manifestement et sur la base d'informations recueillies probablement par les opérations de la CIA. Et ils ont réussi donc à aller capturer Maduro, qui est, on le rappelle, ça y est, officiellement inculpé et qui, comme le dit la ministre de la Justice, va subir toute la rigueur de la justice américaine sur le sol américain. Et on va retrouver Justine Jankowski, comme quoi les choses sont bien faites. Merci d'être avec nous, Justine. Et oui, la justice américaine vient de parler, le jour se lève, et on a l'impression que le dossier Maduro, Justine, est très très bien ficelé. Oui, c'est le sens de la déclaration de Pam Bondi, la ministre de la Justice, qui dit donc que Maduro va devoir faire face à la justice américaine et qui cite aussi l'acte d'accusation contre le président vénézuélien, inculpé donc entre autres pour complot narcoterroriste, complot d'importation de cocaïne. On voit là que Maduro était recherché depuis des années par les États-Unis pour trafic de drogue et surtout que la pression de l'administration américaine, de l'administration Trump était de plus en plus forte puisque cette administration considère que c'est un président illégitime et qu'il est à la tête d'un cartel de drogue. Et c'est pour ça que depuis des mois, on voit qu'il y a eu plus d'une trentaine de frappes sur des bateaux soi-disant de narcotrafic et puis un renforcement sans précédent des forces militaires dans la région. Merci beaucoup, Justine. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de nos éditions spéciales. Puis je rappelle, 17h, point presse très important du président Donald Trump. Tout en faste, je pense que Donald Trump va se féliciter de cette opération rondement menée. Et on se posera une question dans un instant, Magali Barthès, et à juste titre. Pourquoi la femme du président Maduro a également été arrêtée par les autorités américaines. Mais d'abord, Pierre Bardin, merci d'être avec nous. On va repartir comme on l'a vécu, nous, quasi en direct à la rédaction. 7h du matin, heure de Paris, 2h heure locale. Que s'est-il passé, Pierre ? Oui, avec ces images impressionnantes que l'on reçoit très rapidement, notamment sur les réseaux sociaux, avec plusieurs frappes qui ont donc touché la capitale du Venezuela, Caracas. C'est vrai que des images comme ça, il y en a des dizaines. Ça a été très impressionnant. Plusieurs endroits de la ville qui ont été touchés. Certains quartiers, notamment au sud de la ville de Caracas, le quartier de Fuerte Tiuna. Pourquoi ici ? Parce que notamment, il y a la plus importante base militaire du Venezuela. Je le disais, surtout Caracas, mais aussi d'autres endroits, d'autres localités, à quelques kilomètres seulement de la capitale, par exemple La Guaira, qui est à une dizaine de kilomètres, notamment le port qui a été largement touché. On sait donc que toutes ces frappes ont été ordonnées par le président américain Donald Trump. Cela a eu bien évidemment des conséquences, on va le voir et on l'a vu rapidement avec l'application que l'on connaît tous désormais, Flight Radar, avec donc cet espace aérien totalement fermé. Et vous voyez en direct, en tout cas cette nuit, tous ces avions qui ont donc évité le Venezuela parce que l'espace aérien était fermé. Alors Pierre, il n'y a plus de président au Venezuela, mais il reste encore un gouvernement, Magali nous le disait, beaucoup réagissent. Qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Oui, il y a eu énormément de réactions, forcément de la part du gouvernement, en tout cas ce qui reste de ce gouvernement, plusieurs ministres, notamment le ministre de l'Intérieur qui a réagi il y a un peu plus d'une heure. On le voit dans la rue, entouré par la police, vous allez l'entendre, il dit une chose, nous vaincrons. Écoutez-le. C'est une attaque contre le Venezuela, contre la République bolivarienne du Venezuela. Les forces militaires, les forces de police. Ici avec moi se trouve un groupe d'entre eux, prêts à toute situation.
Prêt à tout événement qui menace la paix de notre pays. Vous voyez ce ministre de l'Intérieur avec un gilet pare-balles, avec un casque. Il faut savoir que cet homme, c'est l'un des plus puissants du pays. Il y avait d'ailleurs des rumeurs sur les réseaux sociaux sur sa mort ou sur son arrestation présumée. Il a fait cette vidéo sans doute aussi pour démentir ces rumeurs. Il y a quelques minutes maintenant, le procureur général du pays s'est lui aussi exprimé. Il a dénoncé une attaque sanglante et donc il dit qu'il y a des victimes civiles. Écoutez-le. Je condamne fermement l'attaque ignoble et lâche perpétrée par l'ennemi impérial aux premières heures du matin contre des cibles civiles innocentes dans notre pays. Cet attentat démontre que tout ce que notre commandant en chef et président de la République, Nicolás Maduro, a dénoncé. Ce qui aurait pu être initialement une menace impériale se transforme aujourd'hui en bain de sang. Des victimes innocentes ont été mortellement blessées lors de cette attaque terroriste criminelle menée avec la plus grande lâcheté. On voulait enfin vous montrer ces dernières images que nous avons reçues il y a quelques minutes parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, le jour se lève au Venezuela. Ce sont des images de la télé vénézuélienne et on voit ces premières images donc de dégâts avec des carcasses de voitures, avec des carcasses de bus qui montrent ce qui s'est passé, en tout cas à Caracas. Et voilà, on le voit en tout cas, c'est la télévision du pays qui diffuse ces images. Merci beaucoup Pierre sur ces images, premières images qui nous sont arrivées alors que le jour s'est levé depuis quelques heures maintenant sur Caracas de ces frappes. Dites-moi juste, ça m'interpelle parce qu'on parlait de casernes touchées. Je ne suis jamais allé à Caracas, mais on a le sentiment quand même qu'il s'agit de bus et notamment de bus civils. Oui, mais de toute manière, il est probable. Alors oui, il y avait effectivement un blindé léger, c'est le premier que l'on ait vu. Il est probable qu'aux abords de ces cantonnements militaires, si c'est bien des cantonnements militaires qui étaient visés, il y avait des installations civiles, peut-être des dépôts de bus. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est dans l'allocution du procureur général qui parle de régime impérial, l'attaque du régime impérial. On est là vraiment dans le discours typiquement bolivarien de ce régime, anti-américain, ce qui quand même amène à une réflexion. Il ne faut pas négliger le risque de guerre civile au Venezuela. Parce que là, on a l'impression d'une frappe qui est d'une certaine manière propre, puisqu'on n'a pas le bilan civil. Maduro est parti, tout va bien se régler. C'est un régime qui est au pouvoir depuis 1998, Chavez jusqu'en 2013 et ensuite son successeur Maduro. C'est un régime qui a une nomenclatura, sans doute financée notamment par le trafic de drogue, mais qui a tout à perdre dans un changement de pouvoir. Et ce régime peut se battre pour sa survie. Donc n'écartons pas la piste d'un chaos au Venezuela, même s'il ne faut évidemment pas le souhaiter. L'image que l'on a vue tout à l'heure avec Pierre de ce ministre avec ce gilet pare-balles et derrière, visiblement, il y avait une protection peut-être un peu fantoche. Les armes étaient belles, les uniformes aussi. Ces gens-là peuvent vouloir prendre le pouvoir, même s'ils l'avaient déjà, mais le conserver, s'opposer aux Américains ? Ils vont essayer, bien sûr, de le conserver. Cabello, le ministre de l'Intérieur, c'est l'autre homme fort du régime. Le voilà. Voilà, qui a souvent été pressenti, même pour prendre éventuellement un jour la suite de Maduro. Oui, il y a un régime, on sent, qui, même s'il est décapité par sa tête, veut encore donner l'impression qu'il peut tenir. Est-ce que c'est la réalité ? Le message quand même envoyé par les États-Unis est très très clair. Négocier avant de vous faire capturer. C'est quand même ça, là, le message qui est envoyé. Ou mieux capturer, parce que certains n'auront peut-être pas le même traitement de faveur. Et je voulais insister aussi sur le rôle, parce que depuis ce matin, on dit Maduro a été avec son épouse, capturé vous avez raison. Avec son Pourquoi épouse. Son épouse, qui va elle aussi être jugée. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ça, c'est une affaire familiale, en fait. Cilia Flores, en fait, elle est au tout début du chavisme. Elle est même l'avocate d'Hugo Chavez lorsqu'il est détenu pour sa tentative ratée de coup d'État en 92. Donc elle a vraiment participé à la structuration justement du mouvement bolivarien. Elle a été présidente de l'Assemblée nationale. Elle a une influence politique qui est considérable aux côtés de Nicolás Maduro. Deux de ses neveux ont été condamnés aux États-Unis justement pour le trafic de drogue. C'est ce népotisme aussi qui est dénoncé
par les Américains et par l'opposition en exil. Donc c'est très symptomatique que les deux figures, qui sont les deux figures en fait du pouvoir actuel, soient aujourd'hui capturées sur le sol américain. Les deux vont devoir faire face à la justice américaine. Est-ce qu'il y a un risque, pardon, vous êtes tous spécialistes de la question, mais est-ce qu'il y a un risque de chaos du pays? Est-ce que l'échec des Américains serait s'il y avait une vague de règlement de compte, si l'opposition tentait de reprendre le pouvoir et se heurter à ces hommes-là puissamment armés, bien évidemment, puissamment payés, puissamment corrompus, parce qu'ils faisaient partie du système et ils ne vont pas vouloir laisser le gâteau? Je crois qu'il y a deux choses pour répondre à Richard et à votre question. C'est que je pense cette opération, a priori, elle ne peut pas avoir été faite avec cette pertinence sans qu'à l'intérieur du pouvoir vénézuélien, il y ait eu des accords, des permissions. Avec l'armée aussi, parce que l'armée est puissante. Avec l'armée est corrompue, mais l'armée est puissante. Et les services de renseignement. Après, la deuxième question, pour vous répondre à tous les deux, je pense que la question c'est, est-ce que les Américains ont appris de ce qu'ils ont fait en Irak? S'ils ont appris de ce qu'ils ont fait en Irak, ils ne vont pas défaire toute la nomenclatura militaire et des services de renseignement vénézuéliens. Ils vont voir de quelle manière ils peuvent maintenir cela, le faire composer avec ce qu'ils vont mettre comme architecture après. Alors, il y a peut-être des gens qui vont tomber ici ou là, mais je crois que c'est ça. Si, par contre, ils ont désappris et qu'ils mettent tous ces gens-là de côté, alors effectivement, on ira au chaos, parce que ces gens-là vont défendre leurs intérêts, et leurs intérêts particuliers. Donc, la question, c'est est-ce que les Américains ont appris ou pas? Et de la façon dont ils vont recomposer tout ça, en leur faisant des deals. Hein. Je veux dire, ça s'est fait après la Seconde Guerre mondiale. Les Français, les Anglais, les Américains, on a fait ça avec les nazis. Hein. Donc là, de la même manière, c'est est-ce qu'ils ont appris ou pas à recomposer avec eux? Est-ce qu'ils ont la volonté de le faire? Quelqu'un a la réponse sur le plateau? Moi, ça me paraît quand même extrêmement difficile pour Donald Trump de composer avec ce qui reste, et c'est important, de ce régime. Il va vraiment essayer sans doute de défendre la thèse du changement de régime, d'installer quelqu'un de nouveau. Et au fond, ça va dépendre de qui il choisit, parce que d'une manière ou d'une autre, là maintenant, c'est les États-Unis qui choisiront, à moins qu'il décide d'organiser des élections et qu'il propose d'organiser des élections, on verra ce que ça donne. Enfin, moi, je peux vous dire, pour être allé à Caracas il y a quelques années, que l'appareil sécuritaire de ce régime était sans doute la chose la plus performante. Tout le reste ne marchait pas, l'économie était en ruine. D'ailleurs, c'est une économie de dollars. Il ne faut pas l'oublier, depuis quelques années, l'inflation était telle qu'ils sont passés au dollar. Déjà, le Venezuela, maintenant, tout se traite en dollars. Mais je me souviens avoir essayé à l'époque de contacter des proches de Juan Guaido, qui était le candidat d'opposition soutenu par les États-Unis et par l'Union européenne. C'est plus le cas maintenant, c'est Madame Machado qui a reçu le prix Nobel cette année. Eh bien, on avait eu très très vite la visite de policiers dans l'hôtel où nous étions, qui savaient exactement tout de ce qu'on avait dit, avec qui on avait pris contact. Donc, autrement dit, c'est un maillage sécuritaire extrêmement précis. Et ces gens-là, sauf effectivement si on leur propose quelque chose, ils ne vont sûrement pas se laisser déboulonner sans tenter quelque chose. Et les Vénézuéliens, pardonnez-moi cette question, alors je précise pour celles et ceux qui nous regardent, ce sont les premières images qui nous parviennent. Caracas, c'est écrit dessus, Venezuela, après les frappes américaines. Voilà ce qu'il en est, vous avez un véhicule blindé léger et derrière un certain nombre de bus. On sait que pas mal de sites de bases militaires ont été également frappés au moment où des commandos américains s'emparaient de Maduro et de son épouse. Et le peuple vénézuélien, il va faire quoi, le peuple vénézuélien? Est-ce qu'il peut être tenté de prendre le pouvoir, se débarrasser de celles et ceux corrompus qui leur sucent le sang, pour ne dire que ça, depuis tant d'années? Ça va être très intéressant de voir la réaction justement de la rue vénézuélienne. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations? C'est quand même un pays où il y a une vie et où la population descend régulièrement quand même dans la rue. Moi, je suis en contact depuis ce matin avec des exilés vénézuéliens. C'est quand même 8 à 9 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays sur moins de 40 millions. Vous vous rendez compte qu'il y a un quart de la population qui est partie, qui a fui parce que
l'état de l'économie, la pression du régime, la répression, tout ça était insupportable. Donc ces exilés me disent à quel point ils sont aujourd'hui extrêmement soulagés de savoir que Maduro n'est plus là. Mais en même temps, il y a une inquiétude aujourd'hui dans ce moment-là qui est comme suspendu parce que, évidemment, que vont faire les derniers caciques du régime? Mais là, en ce moment, parce que Maduro est visiblement aux États-Unis ou sur le plus grand porte-avions du monde au large du Venezuela. Vous avez entendu le ministre de l'économie qui fustige l'opération et les Américains. Le ministre de l'Intérieur, très puissant, qui dit on continuera à se battre. Et puis toutes les réactions que l'on a. La ministre de la Justice qui dit on continuera nous aussi à se battre. Et bien évidemment, on réfute cette opération, on est contre. Donc il y a quand même encore un pouvoir. En fait, vous avez juste... j'allais dire la tête du furon qui est partie, mais tout le reste est là. Et d'ailleurs, les premiers témoignages qu'on recueille sur place, ce sont plutôt des Vénézuéliens qui attendent de voir, qui sont plutôt enfermés chez eux et qui veulent voir comment évolue la situation avant de prendre eux-mêmes position. Il y a un immense soulagement de ceux parmi les opposants évidemment du régime, qui sont enfin débarrassés de Nicolás Maduro, mais en même temps on ne sait pas ce que les figures du régime peuvent encore réserver. On voit que les chefs militaires notamment sont encore pour certains en place. Est-ce qu'ils vont choisir la négociation avec les Américains? Est-ce qu'ils vont décider de partir, de laisser la place qu'ont prévu les Américains? Parce que la transition, elle est quand même... le coup d'après, il a été prévu certainement. Il est dans la tête de Donald Trump et de Marco Rubio, son secrétaire d'État américain. Son secrétaire d'État, il ne faut pas oublier le rôle, à mon avis, central. On va y revenir. Dans cette opération. Le premier, avant le président d'ailleurs, à communiquer, à transmettre le message aux sénateurs américains en disant voilà ce que vous pouvez dire sur l'opération de la nuit. Richard, je vous laisse la parole tout de suite. Je voudrais qu'on regarde ces images qui nous parviennent en direct de Caracas. Il s'agit de supporters de Maduro qui se retrouvent. On est près de la résidence. Oui, près de la présidence. Près de la présidence. Près de la présidence. Il faut savoir que Caracas, je ne sais pas qui parmi vous est allé à Caracas, mais c'est une ville qui, en plus, dans l'imaginaire de Donald Trump, on le sait bien, on le voit tout le temps, est un homme des années 80. Dans les années 80, Caracas, c'est la grande ville d'Amérique latine. C'est la ville la plus dynamique. Quand vous êtes à Caracas aujourd'hui, vous avez l'impression d'une ville qui est figée dans le temps, avec des gratte-ciel des années 80 qui désormais sont vides, les ascenseurs ne fonctionnent plus. Et donc, je pense qu'il y a cet aspect. Et pour rebondir sur ce que disait Michel, peut-être que la meilleure solution pour Trump, c'est d'avoir décapité le régime, mais de laisser ce régime en place. Mais un régime qui désormais abandonne toute sa rhétorique anti-américaine et abandonne notamment son pilotage du trafic de drogue. Il n'est pas impossible que ce soit ça qu'il ait en tête. Alors les manifestations pro-Maduro, on sait ce qu'elles valent. Les vraies manifestations qu'il faut regarder, c'est les manifestations qui ont eu lieu lors des élections présidentielles et législatives, où vous aviez dans la rue tout le peuple vénézuélien anti-Maduro et qui ensuite s'est fait berner puisque ce dernier a trafiqué les élections. Alors on aime bien en général quand on présente des images avoir le champ et le contre-champ, parce que là on peut avoir le sentiment qu'il y a beaucoup de monde, mais élargir la focale. Exactement. On va tenter de voir s'il y a beaucoup de monde en ce moment même à Caracas devant le palais présidentiel, alors que Maduro est peut-être lui dans les cales du sous-marin américain. Michel en doute, les cales, mais pourquoi pas les cales. En tout état de cause, beaucoup des États-Unis, on parlait tout à l'heure de la Chine. Je voudrais que l'on parle d'un autre pays ami de Maduro et des Venezuela, bien évidemment. La Russie, Moscou. Moscou a réagi et on va retrouver Jérôme Garraud. On peut dire, Jérôme, que Moscou a réagi mollement. Bonjour à tous. Pour l'instant, le Kremlin reste silencieux, mais on a déjà une réaction politique russe, on va dire une réaction plutôt mesurée. C'est vraiment la protestation minimale. C'est-à-dire que le ministère russe des Affaires étrangères, à la mi-journée, a publié un communiqué dans lequel il exprime, je cite, sa préoccupation et sa condamnation de l'intervention armée américaine au Venezuela qui viole le droit international. Moscou dit aussi soutenir dans la foulée l'appel des autorités vénézuéliennes à propos d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais on voit bien que la Russie, aujourd'hui, est prise de court pour tenter de secourir ce pays ami, ce régime allié. Nicolás Maduro, qui a été capturé par les États-Unis. Nicolás Maduro était ici encore il y a quelques mois, au mois de mai. Nous l'avions même aperçu avec notre équipe de tournage. Nicolás Maduro se trouvait en tribune, assis à côté de Vladimir Poutine pour assister
au défilé militaire annuel. Depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, Moscou avait adopté une rhétorique très dure en disant aux États-Unis qu'une attaque serait fatale dans la région. Il y avait cette rhétorique très dure pour tenter de dissuader Washington. Et aujourd'hui, devant le fait accompli, avec assez peu de leviers sur lesquels appuyer, on voit cette réaction russe pour l'instant minimale. Merci beaucoup, Jérôme. Témoignage important de nos équipes à Moscou. Mais vous vous souvenez, quand Moscou, et Jérôme en parlait, avait mis la pression sur les États-Unis, cette déclaration d'un personnage certainement central de cette opération, Marco Rubio, le 19 décembre. Alors, est-ce que vous pensez que Marco Rubio avait peur de Moscou ? Eh bien, regardez, écoutez surtout sa réponse. Nous ne sommes pas inquiets d'une escalade avec la Russie concernant le Venezuela. Je veux dire par là que nous nous sommes toujours attendus à ce qu'ils apportent un soutien rhétorique au régime Maduro. Je pense qu'elle a déjà fort à faire en Ukraine. Et s'ils nous regardent, Sergueï, joyeux Noël. Mais en fin de compte, je m'attendais à ce qu'ils disent ce qu'ils allaient dire. Nous comprenons ce soutien rhétorique. Ce n'est pas un facteur qui entre en ligne de compte dans notre façon d'appréhender toute cette affaire. Eh oui, Sergueï Lavrov, le tout-puissant ministre des Affaires étrangères russe. Ça en dit long, Magali. C'est pas joyeux Noël, mais c'est bonne année. Voilà. C'est vraiment, c'est vrai que ça en dit long. Alors d'un autre côté, pardon Magali, c'est vous qui nous avez dit tout à l'heure que l'opération avait été reportée, que c'était peut-être prévu pour Noël. C'est vrai que c'était l'une des rumeurs qui courait, donc elle a été reportée de quelques jours. Mais on voit à quel point, oui, dans le discours de Marco Rubio, en fait, tout est dit, il se prépare. Il faut bien comprendre que Rubio, c'est le fils d'un exilé cubain. Sa famille, elle est en Floride, elle est réfugiée aux États-Unis. Et lui, tout son combat politique, lui-même élu de Floride au départ, tout son combat politique, c'est justement pour renverser le régime cubain, pour renverser le régime bolivarien. Donc il est aujourd'hui donc le secrétaire d'État, le chef de la diplomatie américaine, et il a dû mettre tout son poids dans la balance pour accélérer, pour convaincre Donald Trump que faire tomber Maduro, finalement, c'était même que le premier échelon. Parce que je pense que dans la tête de Marco Rubio, il y a aussi la tête du régime castriste qui est en ligne de mire. Le grand ménage a commencé avec Rubio. C'est vraiment ça, c'est l'homme du grand ménage. Et c'est vrai que c'est un secrétaire d'État qui a une influence certaine auprès de Donald Trump sur toutes ces questions sud-américaines. Il faut aussi avoir en tête qu'au Congrès américain, il y a énormément d'élus qui sont issus de ces latinos qui vivent en exil et donc qui mettent la pression depuis le début au Parti républicain pour aller en effet déloger ces dictateurs de gauche. Alors extraordinaire quand même le pied de nez, et on a vraiment le sentiment que pour les Américains, le soutien de Moscou au Venezuela, alors que pourtant, là aussi, comme la Chine, il y a du pétrole en jeu, eh bien ils s'en fichent. Écoutez... Ou alors ça veut dire que Moscou est à ce point faible sur ce théâtre du monde pour dire que c'est pas un problème. Il ne vous a pas échappé que depuis plusieurs mois, Donald Trump et Vladimir Poutine se parlent souvent, ils se sont vus, et que pour l'instant, Donald Trump a complètement avalé la version de Poutine sur l'Ukraine. Il y a peut-être un donnant-donnant. Il y a peut-être des donnants-donnants. Lorsque Poutine demande à Trump de patienter sur l'Ukraine, lorsque Trump s'exprime comme il l'a fait encore récemment après sa rencontre avec Zelensky en Floride, où il félicite quasiment Vladimir Poutine. D'ailleurs, on voit que Zelensky lève les yeux au ciel en disant « mais c'est pas vrai, il recommence ». Il y a peut-être un donnant-donnant. Là, Michel a tout à fait raison. Comme souvent, la géopolitique, elle n'a pas de... Je dirais, elle n'a que des intérêts. Et ces gens, ils savent très bien les fers qu'ils ont au feu, ils savent ce qu'ils valent, et ils les négocient. Donc que Poutine ait lâché peut-être des informations importantes et qu'il ait lâché le régime vénézuélien, c'est tout à fait possible, mais par contre, il en attendra un retour. Donc j'allais dire... Il l'a déjà. Il l'a déjà, et en tout cas, il en a une partie. On pourrait presque dire, ça à nouveau, ça fait partie des mauvaises nouvelles pour l'Ukraine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous faites des concessions aux Russes, ou si vous pactisez avec les Russes sur un dossier,
ça se paye comptant sur d'autres dossiers. Même chose avec les Chinois. Un mot quand même, ce qui va beaucoup compter, c'est aussi la diaspora vénézuélienne aux États-Unis. De la même manière qu'il y a une diaspora cubaine, est-ce qu'au sein de cette diaspora vénézuélienne, il y en a qui rêvent d'y retourner dans les fourgons des frappes américaines? Ça, ce serait le scénario irakien, et on sait ce que ça a donné comme échec. Ou est-ce qu'au contraire, l'administration américaine va se garder d'intervenir, sauf, sans doute, en poussant notamment Mme Machado, dont je rappelle qu'elle a eu le prix Nobel de la paix, qu'elle avait décerné à Donald Trump. C'est elle qui l'a reçu, mais elle avait remercié Donald Trump, ce qui lui donne quelques garanties. Général, vous croyez à ce deal possible entre Trump et Poutine sur le sort du Venezuela? Non, tout est possible. Et le sort de l'Ukraine, quelque part? Non, tout est possible. J'y crois que modérément. Je dirais simplement que là, on va être dans un chaos temporaire, sans doute au Venezuela, plutôt un coup de fil direct avec la vice-présidente encore en charge au Venezuela des affaires, pour qu'elle trouve une solution de transition. L'armée vénézuélienne, dont on a parlé tout à l'heure, est une armée qui est de toute façon inféodée au régime. Elle ne bougera pas, apparemment. Elle n'a pas bougé quand il y a eu les manifestations populaires. Oui, il n'y a pas de leader militaire qui voudrait faire un coup d'État. Non, je ne crois pas, parce qu'ils sont tous intéressés aux bénéfices. Donc, de toute façon, ils sont corrompus. Voilà, donc ils veulent surtout sauver leur tête. Donc, je pense qu'il y aura une transition. Et pour revenir à toutes les questions qui ont été évoquées concernant la place des Américains, leur politique, effectivement, ne pas réitérer les erreurs de l'Irak, où ils avaient quand même débandé complètement l'armée irakienne, les services de sécurité. Là, ils ne toucheront pas à l'armée vénézuélienne. On connaît le chaos qui en a suivi. Par contre, il y aura sans doute un deal, mais alors non pas donc un deal avec l'extérieur, mais un deal avec l'intérieur, de telle façon que des élections, à mon avis, se fassent et s'organisent avec une supervision internationale pour que les choses se passent normalement. La question est de savoir, est-ce que la vice-présidente sera en mesure de dire non, je ne suis pas d'accord. Pourtant, le message est clair. Si elle n'est pas d'accord, je pense qu'elle va avoir quelques désagréments dans les semaines qui viennent. Oui, mais Michel, le problème, c'est que vous nous dites que parfois le droit international n'a pas d'odeur. Bah là, en l'occurrence, il y a quand même pas d'odeur. Non, mais il y a quand même l'odeur du soufre, pétrole, du soufre et du pétrole. Donc, alors la Chine, oui, la Russie, oui. Donc, ils vont tous. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure votre explication sur le deal possible avec la Chine sur le pétrole. Est-ce qu'il y aurait un deal possible avec Poutine sur le pétrole? Parce que là, c'est quand même une manne incroyable et on sait que Poutine essaye d'exporter son pétrole, il essaye de trouver des sources de gains et que quelque part, c'était... Alors, vous avez parlé de Cuba, qui est une base avancée ou arrière, ça dépend comment on voit ça, de Moscou. Le Venezuela, ça l'était aussi. Oui, mais je ne vois pas les Américains fournir les Russes en pétrole. Ça, je pense que on peut le rêver en termes de dystopie, mais je pense qu'en réalité, ce ne sera pas là. Je crois qu'il y a 3 aspects. Le premier aspect, c'est que les Américains ont dit aux Russes, ça, c'est nos zones d'influence, et tu rentres pas bonhomme. Bah oui, mais là, ça revient à ce qu'il disait. Oui. 2, je crois qu'il faut voir aussi la question interne. C'est que Rubio, il est en train de jouer le coup d'après. Après Trump, la compétition avec Vance. Ah oui. Et donc, Magali me dit oui. Et donc pas quand elle là, je pense qu'en termes de secrétariat d'État, aux États-Unis, ayant marqué ce point-là, si demain il arrive à transformer le périmètre, je dirais, du précaré américain en stabilité, il va marquer des points parce que l'électorat américain, de plus en plus, il est hispano-américain. Et là, il va leur parler, il va les entendre et il va leur dire des choses. Alors que Vance, il est sur un autre crochet. Notamment tous les réfugiés. Donc je pense aux États-Unis. Sur la question extérieure, il a dit aux Russes, je connais votre rhétorique et peu ou prou, je m'en moque. 2, je joue le coup à l'extérieur de la stabilité, de l'environnement proche américain. Et 3, j'ai un coup en termes de politique intérieure, parce qu'aujourd'hui, le débat, il est l'après-Trump. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un véritable débat qui va se jouer après le Trump, entre Vance et Marco Rubio. Et là, Marco Rubio est en train de montrer qu'il a une carapace et une projection à l'international et au national qui est très forte. Vincent Crouzet, mesdames et messieurs, s'installe. Bonjour Vincent, merci beaucoup. Pour nos téléspectateurs, pour vous peut-être, on va, parce qu'on les a reçus, Magali nous les a donnés en avant-première tout à l'heure, les chefs d'inculpation, on va dire ça comme ça, des époux Maduro, parce qu'ils sont 2, et que peut-être à l'heure où nous parlons, ils sont dans le plus grand porte-avions du monde, zone américaine, au large du Venezuela. Voilà ce que l'Amérique, la justice américaine reproche au chef de l'État, l'ex-chef de l'État et sa femme.
Nicolás Maduro et son épouse Cecilia Flores ont été inculpés dans le district sud de New York. Nicolás Maduro est accusé de complot en vue de commettre des actes de narcoterrorisme, de complot en vue d'importer de la cocaïne, de possession d'armes automatiques et d'engins destructeurs et de complot en vue de posséder des armes automatiques et des engins destructeurs contre les États-Unis. Ils devront bientôt faire face à toute la rigueur de la justice américaine sur le sol américain devant les tribunaux américains. Voilà ce que dit la justice américaine. Mais je profite, Vincent, parce que ça fait 2h30 que j'attends, que je vous attends, parce que cette opération, elle est belle, elle a été menée, rondement menée, on va en voir les images, peut-être avec de la complicité. Vous, l'expert en renseignement, dites-moi comment on fait. Bon, alors certainement il a été géolocalisé par des moyens de télécommunication, par son téléphone satellitaire ou son téléphone mobile, hein, on ne sait pas trop, on savait qu'il en changeait très fréquemment, évidemment tous les jours, ou presque. Il changeait vraisemblablement de résidence, on sait qu'il a plusieurs haciendas au Venezuela, mais néanmoins certainement les forces américaines ont dû bénéficier de complicité en interne, 50 millions de dollars tout de même de récompenses pour ça. Oui, c'est vrai, ça. Ce n'est pas rien. Ça peut convaincre. Ça peut convaincre, y compris au sein des forces de protection rapprochées, de la garde présidentielle, hein, qui était une garde prétorienne assez sévère, mais néanmoins, les plus fidèles des gardes du corps peuvent être corrompus. Donc, les Américains ont dû bénéficier de complicité interne. Maintenant, on ne sait pas trop exactement quelle unité a été engagée sur l'opération de capture. Vraisemblablement les forces Delta qui avaient déjà capturé Manuel Noriega ou qui avaient participé à la traque de Manuel Noriega en 1989, certainement, qui sont habilités sur ce type d'opération, ou bien les Navy Seals. On ne sait pas trop, vous savez, qui avait opéré contre la résidence de Ben Laden à Abbottabad, donc en 2011. On voit clairement sur les images ces hélicoptères, les Bell, ça fait penser d'ailleurs à ces hélicoptères largement utilisés depuis des décennies, et notamment au Vietnam par les Américains. Donc à l'intérieur, il y a bien des militaires. Si vous avez des hélicoptères, c'est qu'a priori vous allez vous poser, on est bien d'accord ? Oui, des forces. Parce que sinon vous avez des missiles ou des avions, c'est autre chose, connaissant l'armada qui se trouve quand même à quelques kilomètres au large. Oui, tout à fait. Ils avaient des forces de soutien de toute manière en arrière. Il y a eu des frappes en plus en amont, peut-être aussi des frappes de diversion ou des frappes sur des unités de soutien ou de support qui étaient à proximité de la résidence de Maduro. C'est tout à fait possible. C'est une opération qui a été préparée très longtemps en avance. Très longtemps ? Oui, assez longtemps. Les Américains ne pouvaient pas rester dans cette situation de latence très longtemps. D'abord sur le plan financier, parce qu'on ne mobilise pas un groupe aéronaval pendant des semaines. Ça coûte très très cher. Alors, on a mobilisé près de 20% des forces aéronavales. Le plus grand porte-avions du monde. Mais alors Vincent, quand vous dites depuis très longtemps, puisque l'Armada, ça fait quand même très très longtemps qu'elle est positionnée ou prépositionnée. Et que du coup la décision, alors, elle remonte encore à il y a plus longtemps. Oui, ils attendaient simplement une fenêtre d'opportunité. Ça se pense à quelle échéance ? 6 mois, 1 an ce genre d'opération ? Je pense que c'est au moment de la mise en place de l'Armada, donc il y a quelques semaines, avec vraisemblablement des scénarios qui ont été posés par John Ratcliffe et par les patrons du renseignement américain auprès du président Trump. Et ensuite, il a appuyé sur la touche A, B ou C. Il a décidé, au moment de... Je pense qu'ils ont bénéficié d'un renseignement d'opportunité, ce qu'on appelle un renseignement d'opportunité dans le jargon du renseignement. D'où le porte-avions, d'où la base arrière, où tout le monde devait certainement être au go opérationnel. Alors là, et à partir du moment où tout est... Je vais laisser peut-être François répondre sur mais je pense que le porte-avions, de toute manière, il est multi-usage, il est multifonction, il pouvait répondre à tous les scénarios. Oui, mais ça veut dire que quand Maduro et son épouse sont localisés, a priori, il y a des gens au sol. Pas nécessairement. Ah bon ? Pas nécessairement, il peut y avoir une... Et nous, on est resté sur ce petit sonore que l'on aime beaucoup, c'est-à-dire Trump qui répond à une question des journalistes en disant est-ce que la CIA pourrait aller sur le terrain capturer Maduro ? Alors vous savez qu'il y a eu une tentative de retournement ou du moins de recrutement du pilote personnel de Maduro, le général Villegas, donc au cours de l'année passée, qui a échoué, au cours de l'année 2024, notamment à partir
d'avril 2024 qui a échoué, mais pendant, je crois, 15 mois, un agent du DHS américain a été en contact avec le général... DHS, pour nos téléspectateurs. Alors, le DHS, c'est un département de la sécurité intérieure, hein. Un département de sécurité, c'est pas la CIA. Donc, un agent qui s'appelle Edwin Lopez, qui est un agent latino du DHS, qui a été pendant 15 mois en contact avec le général Villegas, qui a essayé de le retourner pour éventuellement détourner l'avion, le jet de Maduro. Oui, ce qui aurait été pratique. À un moment donné, bah oui, c'était plus pratique. Mais c'est une opération. C'est une opération qui a échoué. Qui a échoué. Qui a échoué avec notamment une conférence de presse avec la personnalité que vous avez vue tout à l'heure, hein, le général Cabello. Donc, le ministre Cabello, le ministre de l'Intérieur. Oui, celui que l'on voit, on verra certainement les images avec son gilet pare-balles. Aujourd'hui, l'homme fort du régime. Il y a des hommes sur place, on l'enlève comment ? En voiture, en hélicoptère, les hélicoptères servent à ça, et il repart après. Alors pour le coup, il repart pas en hélicoptère aux États-Unis, mais certainement sur le porte-avions. En hélicoptère, avec un assaut sur une résidence, soit une descente en corde raide, comme on le voit dans les films, comme on l'a vu d'ailleurs sur un assaut à la mer sur un pétrolier vénézuélien il y a quelques semaines. Une sorte de répétition, visiblement. Oui, et on se souvient de cet assaut contre la résidence de Ben Laden en 2011. Extrêmement violente. Et d'ailleurs, je crois que la devise des bérets verts de la Delta Force, je crois que c'est vitesse, rapidité et violence. Alors vitesse, rapidité, visiblement, violence pour le moment. De manière brutale. Voilà. On ne sait pas, on a peu d'informations, mis à part les déclarations de l'actuel pouvoir vénézuélien. Merci Justine Jankowski d'avoir été avec nous depuis très très tôt ce matin. Vous vivez bien évidemment cette opération et surtout pour nous, les réactions américaines, les télévisions américaines qui doivent, sous votre contrôle, tourner en boucle sur cette opération. Est-ce que avant, Justine, d'écouter tout à l'heure, 17h, je crois, on suivra ça en direct sur LCI, la conférence de presse très attendue de Donald Trump. Est-ce que les Américains sont à l'unisson derrière leur président sur cette opération, cet enlèvement, cette capture et cette extradition quelque part de Maduro et de son épouse ? Alors pour l'instant non, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque on a vu très tôt dans la nuit pour nous déjà de premières réactions d'élus. Alors bien sûr, première réaction critique d'élus démocrates comme le sénateur démocrate d'Hawaï qui a dit les États-Unis n'ont aucun intérêt national au Venezuela qui justifie cette guerre. Il y a un autre sénateur démocrate aussi dans l'Arizona qui dit cette guerre est illégale, et puis même un sénateur républicain aussi qui a remis en question la légitimité de ces frappes, de cette attaque. Ça, c'était il y a plusieurs heures, mais c'est vrai que si on écoute les premiers commentaires, les premières réactions des membres de l'administration Trump, en revanche, c'est un total succès. Il y a, vous l'avez dit, cette prise de parole sur les réseaux sociaux de la ministre de la Justice, Pam Bondi, qui salue une attaque triomphante, et puis qui a aussi cité l'acte d'inculpation de Maduro et de sa femme, inculpés donc dans le district sud de New York, inculpés entre autres pour complot narcoterroriste. Alors on ne sait pas si elle fait référence à l'acte d'accusation qui avait été déposé par les États-Unis en 2020, ou s'il y a de nouvelles accusations, mais on comprend en tout cas que c'est comme ça que l'administration Trump justifie cette attaque et cette capture par le fait que selon elle, Maduro est un président illégal, illégitime, le responsable qui est à la tête d'un cartel de narcoterroristes. Merci beaucoup, Justine, d'avoir été avec nous et puis de suivre pour nous ce que disent les médias américains. Et Magali, au-delà, le pouvoir, parce qu'il n'y a pas que Trump et son administration à la tête des États-Unis, et que le président va devoir rendre compte, ou rendre des comptes, en tout cas, ce sera à 17h, ce sera sur LCI, sur cette opération qui, a priori, s'est très bien passée. Oui, il le dit déjà puisqu'il a eu un média américain au téléphone et il a dit à quel point il était satisfait de cette opération brillamment menée. Les médias américains, là, en ce moment, essayent d'en savoir plus justement sur l'endroit où se trouve actuellement Nicolas Maduro, et c'est ABC News qui donne cette information. Maduro est en direction de New York. Vous savez que c'est le parquet de New York qui l'a officiellement... Pour se voir notifier, certainement, voilà, un peu comme le veut la justice, les chefs
d'inculpation dont parlait notre correspondante. Et il pourrait être détenu, dit ABC, au Metropolitan Detention Center, Brooklyn, avant le procès. Voilà, ce sont les toutes dernières informations que nous relaie Sonia Dridi, qui est attachée, qui est notre correspondante auprès de la Maison-Blanche. Voilà ce qu'elle nous fait passer comme information à l'instant. A priori, c'est du sérieux, puisque effectivement, Sonia est bien souvent, vous la découvrez, à la Maison-Blanche, accréditée à la Maison-Blanche. Maduro qui passe de Caracas avec son épouse dans la nuit à New York. Si c'est du tourisme, vous appréciez, là pour le coup, il est parti pour une centaine d'années de prison. Ça va faire long. Ah oui, au moins, les Américains sont très légalistes, hein, vous avez vu. Parce que, on est d'accord, hein, on a drogue, on a terrorisme, donc ça fait beaucoup. C'est même peut-être 200. Oui, peut-être. Bon, de toute manière, alors ce qui est un petit peu, enfin, son épouse, elle, qui est tout de même, qui est une femme de droit, hein, qui est une avocate, qui est l'ancienne procureure générale du Venezuela, va être peut-être la première avocate ou elle va être la première défenseuse du couple Maduro. Après, ce qui va être pardon, excusez-moi, je vous parce que ce sera un vrai procès. Parce que je vois déjà certains s'élever, mais ah oui. Là, pour le coup, il s'agit de la justice américaine. C'est pas une justice expéditive, c'est pas une justice militaire. Ça sera une vraie justice civile. Il a déjà été condamné, donc en janvier 2020, donc civil, pénal. Voilà, aussi pénal. Non, j'allais dire pas en opposition aux tribunaux militaires dont l'Amérique parfois se sert. Ça va dépendre quand même. Attention, ce sera un vrai procès. Oui. Après, le déroulement du procès va dépendre des éléments à charge qui seront retenus contre lui, des témoignages. C'est pour ça que j'évoquais cette libération récente du président du Honduras, condamné à 45 ans de prison. Peut-être qu'il a donné des informations qui seront utilisées lors d'un procès Maduro. Étrangement libéré. Rappelons-nous le dernier grand procès en date qui a eu lieu d'ailleurs à New York, c'était celui d'El Chapo. L'un des témoignages qui a permis de condamner El Chapo, c'était le témoignage d'un de ces hommes, de ces sicaires, qui avait confirmé avoir vu Chapo être présent lors de la mort, lors du meurtre d'un trafiquant opposé. Donc voilà, je crois que la justice américaine, elle a besoin de preuves, elle va s'appuyer sur des preuves, c'est une justice accusatoire, donc il va falloir à ce moment-là commencer à expliquer qu'est-ce qu'on a contre Maduro. Et peut-être y a-t-il beaucoup de choses, on peut le soupçonner, et puis également des témoins qui vont devoir expliquer en quoi, par exemple, il était leur intermédiaire, ou surtout le commanditaire. Parce que c'est ça qui fait la différence au niveau du nombre d'années de prison dont vous écopez, c'est si vous êtes juste un intermédiaire ou si vous êtes le commanditaire de trafic de drogue à destination des États-Unis. Réaction à l'instant de Lula qui a souvent aidé et défendu son ami Nicolas Maduro. Il parle, lui, d'une grave atteinte, je cite, à la souveraineté du Venezuela.